C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça World champion representing France, Alors peut-être La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Let's go! Bonjour Margot. Salut. Merci d'être avec nous. De rien. Du coup, bienvenue sur Femmes et Sport podcast. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Margot, j'ai 29 ans. Je vis dans le sud de la France, vers Avignon, et je suis infirmière libérale et surtout passionnée de triathlon depuis 2018, je crois, ou 2017, où j'ai commencé à faire du triathlon en compétition. Et j'ai un petit garçon qui a 1 an, un chien avec qui je faisais du canicross qui s'appelle Loxène, et je suis en couple avec Jérémy depuis 8 ans, qui est lui-même très sportif. Et voilà, on a une vie de couple sportif avec un petit garçon qui, on espère, aimera le sport. Et voilà. Et je suis la sœur de Manon. J'allais le dire. Je t'invite aujourd'hui parce que tu es ma grande sœur, que du coup c'est un format interview qu'on voulait développer. Entre autres parce que même si on veut vulgariser la science, on veut aussi qu'elle serve à tous les sportives. Et du coup, quoi de mieux que de commencer avec ma grande sœur. Tu l'as pas précisé, mais tu as une petite notoriété, audience sur Instagram. Oui, une petite, mais dans le monde du triathlon, on va dire qu'il y a un petit monde. On tombe assez facilement sur mon profil, je pense, au fil des recherches Instagram. J'ai 21 000 abonnés et j'ai commencé Instagram il y a maintenant un bon moment, je sais même plus quand. Et j'aime beaucoup partager ma passion du triathlon en tant qu'amatrice. Voilà. Et surtout en tant que sportive qui a une vie à côté, quoi. Je suis pas professionnelle. Et moi, je trouve que tu fais ça très bien, mais je ne suis pas impartiale, donc voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais commencer avec toi, parce que je trouve que tu sensibilises bien, en fait, aux blessures. Tu as un rapport assez bienveillant au sport. Et je sais que tu as à cœur d'être transparente avec ton audience, et je m'en inspire beaucoup, parce que c'est pas facile d'être sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment toi que j'avais envie de mettre en avant pour le premier format d'interview. Pas juste parce que tu es ma grande sœur et que je suis un peu fan, mais parce que je pense que tu as des choses à dire sur les thématiques qu'on va présenter tout à l'heure. C'est gentil. On s'inspire l'une et l'autre. Alors, c'est quoi ton parcours sportif? Est-ce que tu as commencé par le triathlon? Eh bien non. Du coup, j'ai commencé le sport grâce à nos parents assez tôt, qui nous ont rapidement mis dans les salles de basket, à la gym, au judo. Voilà, on a fait du sport depuis qu'on a l'âge de pouvoir en faire, et ça, on les remercie bien fort pour ça. Du coup, j'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai commencé par la danse classique. Après, j'ai fait du judo, du coup. Après, j'ai fait de la gym. En fil conducteur, tous les étés, on faisait de la natation. Après, j'ai été jeune sapeur-pompier, donc j'ai fait de la musculation et de la course à pied avec eux. Après, j'ai fait du handball en UNSS. J'ai fait... Alors, UNSS, pour ceux qui seraient plus jeunes, c'était le sport avec le lycée ou le collège. Et puis j'ai toujours fait un peu de course à pied à côté. Et le triathlon, on en faisait en découverte, en équipe toutes les trois. Et un jour, j'en ai fait un toute seule, mais c'était en format cross découverte, donc c'était avec un VTT et tout. Et puis après, j'ai fait du canicross, un peu d'athlétisme, plus officiellement dans un club. Et je me suis mise au triathlon du coup en 2018. Et depuis, c'est vraiment le sport que j'aime le plus, parce qu'il me permet de varier mes entraînements, de pouvoir du coup avoir la natation, qui est quand même un sport qui me plaît depuis petite. Et surtout, je suis tombée amoureuse aussi du vélo. Et du coup, voilà, les challenges autour des triathlons, des choses à me prouver, etc. Et voilà, pour le moment, je m'en lasse pas et je continue là-dessus, quoi. Une vraie touche à tout, comme on aime. Donc, merci déjà pour ce partage. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont bercés, mais vraiment, c'est pas à peine un euphémisme. C'est qu'en fait, même
quand ils allaient s'entraîner au volley, on avait des carnets de dessin et en fait, moi je me souviens des bruits des ballons, tu sais, de l'odeur du gymnase et tout. Et nous, on traînait là-haut avec nos couvertures et nos crayons. Et c'est vrai qu'on a vraiment baigné dans le sport. C'est dans l'ADN avec notre petite sœur, du coup, Camille. Et on a chacun après exploré les sports qui nous intéressaient le plus et ils nous ont laissé vraiment une grande liberté à ce niveau-là. Ouais, ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait. Ouais, c'était super. Sans nous mettre la pression non plus. Et je pense que ce qui me fait aussi, tu le diras en tant que kiné, mais que j'ai pas trop enchaîné des blessures, je pense que mon corps aussi était habitué petite à faire du sport depuis toute petite et du coup, je pense que ça a limité aussi les blessures parce que il a toujours été habitué à travailler, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un plus dans ma vie, quoi. Ils nous ont donné de bonnes bases et effectivement, c'est de bonnes choses. Alors après, moi, je pense aussi que tu as eu une variété de sports qui fait que c'était assez complet et que tu n'as pas eu de blessures de surutilisation parce que c'était bien managé sur les coachs que tu as eu. Ce qui n'était pas forcément mon cas parce que je m'étais mis la même année à l'escalade, au badminton et au handball et autant dire que mon bras droit et mon épaule droite, on avait bien souffert. Ouais. Mais effectivement, clairement, ils nous ont évité bien des problèmes. La première question que je voudrais te poser, je voudrais te parler de tes premières règles et de ta puberté. Donc, comment on t'a expliqué tes premières règles? Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça déjà? À quel âge c'est arrivé? Et qu'est-ce que tu avais comme connaissance au moment où c'est arrivé? Eh bien, alors, j'ai pas un souvenir d'une conversation avec maman à ce sujet. Par contre, j'ai souvenir qu'elle nous offrait des bouquins pour parler de ça. J'avais, alors je sais plus le nom, mais il y a un truc qui se vendait à l'époque qui fonctionnait bien, où ça permettait de parler de sexualité. Et je pense que c'était sa manière à elle d'amener le sujet sans qu'on en parle vraiment. Je me rappelle très bien du jour où j'ai eu mes règles parce que grand classique dans la vie d'une fille, j'avais un short blanc ce jour-là au collège. Je me rappelle comme si c'était hier d'appeler mamie en catastrophe via les pions de l'école et mamie Nounou parce qu'on l'appelle mamie Nounou, qui était venue me chercher au collège pour que j'aille me changer et qui du coup est la personne avec qui j'ai vécu mes premières règles. Alors mamie n'a pas trop parlé non plus, parce que c'était assez tabou quand même dans la famille. Je pense que voilà, il y a un gros tabou autour de la sexualité, et du coup, heureusement, comme j'étais en 4e, j'avais déjà eu des cours d'SVT qui parlaient de ça, etc. Et du coup, je savais ce que c'était, à quoi ça correspondait. On en parlait avec les copines, et voilà, je me doutais que ça risquait d'arriver un jour, et j'ai pas été. Ce qui m'a plus perturbée, c'est que déjà que j'étais hyper mal dans ma peau et que ça se passait pas toujours bien. Période de harcèlement, etc. Une partie de mon collège et lycée, j'avais un peu peur que des personnes l'aient remarqué et que ce soit problématique pour la suite au niveau des moqueries. Heureusement pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Ce souvenir-là, c'était un moment, avec ma grand-mère, quoi. Ouais, punaise. Je vois trop le téléphone à côté du CDI en plus, tu sais, celui qui était collé au mur là, voilà, avec non, l'enfer. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais connaissance à ce moment-là qu'il y avait plusieurs phases grâce au cours d'SVT notamment? Tu savais que c'était un cycle, par exemple, c'était pas juste j'ai mes menstruations et de manière aléatoire, quoi. Voilà, ouais. Alors après, je savais que c'était un cycle, j'avais bien compris mes cours. Après, j'avais pas autant conscience plus du rôle des hormones sur mes humeurs, etc. Ça, je l'ai compris plus tard avec en me renseignant grâce à la parole qui se libère, les réseaux sociaux. Mais j'avais pas conscience à quel point ça pouvait jouer sur ma libido, sur plein de choses comme ça. Okay. Ça, c'est plus tard. Mais par contre, j'avais bien compris que je pouvais tomber enceinte. Voilà. C'est un bon début déjà. Et du coup, au niveau... Est-ce que tu as été réglée régulièrement? Et surtout, comment ça a eu un impact sur ta vie sportive? Parce que tu l'as dit, tu étais très sportive. Est-ce que tu as des souvenirs de justement que ça t'embêtait ou alors ça se passait bien, tu as eu zéro problème par rapport à tes menstruations et ta pratique? Ouais, je pense par rapport à Camille et toi, j'ai la chance que mes règles soient pas très douloureuses. Je sais quand elles arrivent parce que j'ai des douleurs qui radient dans les cuisses. Ok. Voilà.
J'arrive bien à repérer quand elles arrivent pour ça. J'avais surtout peur, moi, mon angoisse, c'était toujours liée à mon mal-être au collège-lycée. C'était voilà la tache de sang, les choses comme ça. J'étais plus stressée par rapport à ça. J'ai jamais bien supporté les tampons. Du coup, c'était quelque chose qui me gênait quand je devais en mettre parce que je portais pas ça. Comme j'étais dans cette période de mal-être, toutes mes peurs étaient plus autour des autres et des moqueries, mais pas sur un problème au sport. Enfin, forcément lié aussi au sport, parce que si j'avais une tâche pareille en faisant du sport, voilà, mais c'était pas, ça m'a pas trop gênée pour ça. Et puis j'ai rapidement, en fait, rapidement. Quand j'ai commencé à aller en études supérieures, j'ai rapidement été sous implant. Et après, en fait, j'avais mes règles une fois par an. Donc, mes règles sont devenues vraiment secondaires. Et puis après, on en parlera, mais ça a eu d'autres conséquences plus au niveau des hormones et du coup de ma libido et etc. Ok. Mais par contre, en tant que sportive, là où je peux rebondir, c'est que par contre, le fait de les avoir une fois par an, j'avais pas de stress sur comment je vais gérer mes règles sur un Ironman, si j'ai mes règles en triathlon, comment je vais faire pour changer mon tampon pendant la course. Puis du coup, pour ça, mon implant, je le chérissais pour ça. Et parce qu'en plus, je le supportais plutôt bien physiquement. Après, par contre, je me suis rendu compte en l'enlevant quel point ça m'avait endormi au niveau de mes émotions et de ma libido ou des choses comme ça. Et du coup, est-ce que le choix de la contraception, du coup, tu as mentionné assez rapidement que les menstruations, en tout cas, t'impactaient pas au niveau de la performance parce que tu n'avais pas forcément, par exemple, de douleur, donc de dysménorrhée. Ouais. C'était plus le stress, du coup, logistique, on va dire, donc Oui, la c'est ça, gestion ouais. de comment tu te protèges et le regard des autres qui est quand même important. Je veux dire, si t'es pas focus à s'il y a une part de ton esprit qui est focus à ça, tu peux pas performer à 100%. Oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. Au niveau de la contraception qui t'a été proposée, tu as eu une pilule ou tu es directement passé à l'implant progestatif du coup? Non, j'ai eu la pilule. En fait, comme tu le sais, parce que tu étais avec moi ce jour-là, en fait, comme on n'en parlait pas avec maman, vu qu'il y avait un côté tabou sur tout ça, j'ai eu mon premier rapport sexuel sans me protéger. Il ne fait jamais ça, ce n'est pas bien. Donc, Attends, on va juste faire une petite boucle. J'étais pas avec toi ce jour-là. donc j'ai dû, en stress, aller m'acheter une pilule du lendemain à la pharmacie. Comme on est très connu dans notre petite ville, le gros stress, que ce soit des amis, mes parents qui me vendent la pilule. Donc je suis allée dans le plus obscur des pharmacies où je me disais c'est pas là où les parents vont. Enfin bref. Jamais parlé aux parents, mais j'ai réussi à amener le sujet pour prendre une contraception. On est allé chez cette fabuleuse gynécologue non communicante non plus, où c'était très malaisant, où on m'a foutu sous pilule. Et le gros problème que j'avais ensuite, c'était que comme j'étais jeune sapeur-pompier, bon là ça me gênait pas trop, mais quand je suis passée volontaire et que j'étais en études d'infirmière, à jamais faire les mêmes horaires, à des fois me retrouver en intervention quand c'était l'heure de la prendre, c'était vraiment pas possible de tenir des horaires, et du coup le stress à nouveau de devoir prendre la pilule du lendemain, etc. Donc du coup, je me suis rapidement tournée vers un autre moyen de contraception. Et alors là, je ne sais plus qui m'a proposé l'implant. Alors là, je sais pas. Franchement, j'en rappelle pas. Mais on m'a proposé l'implant, je me suis dit, allez, je vais tester. Et en fait, moi, je me suis retrouvée avec du coup des règles une fois par an. Alors par contre, quand elles tombaient, c'était complètement aléatoire. Voilà. Mais comme c'était très très rare, j'ai tout de suite adhéré à ça parce que ça correspondait à mon mode de vie. Et du coup, voilà, tranquillité de pas devoir penser à prendre la pilule, etc. Et comme ça a fonctionné sur moi et que j'ai pas vu les effets qui se voient pas en fait et qui se ressentent pas comme ça, du coup, je me suis dit je garde ça, et j'ai été sous implant jusqu'à ce que je l'enlève pour projet bébé quoi. Donc je le changeais tous les 3 ans, et puis voilà, ça allait bien. Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à ça, c'est que j'ai souvent réfléchi pourquoi je m'étais lancée dans la recherche à ce niveau-là, parce qu'en soi, j'ai pas été en aménorrhée, j'ai quand même pas eu de problème, on va dire, relatif au cycle, à part les dysménorrhées. Et en fait, c'est une question de ta part. Je me souviens très bien quand tu me l'as posée, j'étais en train de rouler, comme bien souvent quand j'écoute des vocaux.
Et tu me posais la question de Manon, on envisage le projet bébé et ça fait super longtemps que j'ai pas eu mes règles. Parce qu'en fait, j'ai l'implant depuis tant de temps, donc là, ce que tu viens de résumer. Et du coup, tu penses que ça peut revenir quand et tu crois que je vais avoir mes règles mais en fait, j'ai quand même un cycle ou pas, vu que ça fait super longtemps que j'ai pas eu mes règles. Et en fait, c'est là où je suis tombée dans absolument pas, en fait. Ouais. En fait, c'est là où je suis tombée dans mon premier vortex de littérature scientifique et je me suis dit, oh là là, le néant, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de vide. En tout cas, c'était pas très clair sur l'effet d'une aménorrhée chimique et est-ce que une aménorrhée chimique, donc induite par une contraception, pouvait cacher une aménorrhée hypothalamique. Et moi, c'est ça qui m'inquiétait te concernant, c'est que tu avais à cette époque-là un volume d'entraînement qui était assez colossal, parce que c'était l'année où tu préparais ton Ironman, que tu avais une masse grasse qui était quand même relativement faible, et qu'en fait, on n'avait aucun moyen de savoir si tu étais encore réglé ou pas en dessous de l'aplomb, quoi. Et c'est là où, franchement, tu as été moteur, parce que du coup, c'est pas moi directement qui a été concernée, mais c'est cette question-là, où tu me connais, j'aime pas ne pas avoir de réponse quand on me pose une question. J'ai fait beaucoup de recherches et je me suis dit, waouh, il y a quand même un truc à creuser là, parce que c'est pas très clair ce que je trouve. Et effectivement, une aménorrhée contraceptive, donc induite par un implant ou une pilule, peut camoufler une aménorrhée hypothalamique. Et c'est là où, je dis, ouais, c'est un bébé, on sait pas trop quand est-ce que ça va revenir, donc enlève-le. Et... C'est vrai que du coup, j'avais ce projet et c'est vrai que je me souviens quand je t'avais posé la question, parce que aussi tu avais dû me partager des trucs sur... En fait, je me posais et la question pour le projet bébé et aussi en lien avec tout ce qu'on partageait. Enfin, ça commençait beaucoup à se libérer la parole à ce niveau-là et je me disais, en fait, moi, je me connais pas. Ouais. Je sais pas ce que ça fait d'avoir un cycle. Et du coup, est-ce que mes humeurs et des fois des moments où je me sens moins bien, et ça me faisait souvent ça au moment où je devais changer mon implant. Quand, on va dire, il arrivait en fin de course là et que je savais que c'était à peu près la date pour le changer, j'avais des espèces de moments pas de dépression, mais où je voyais tout noir, où j'avais l'impression au travail, je perdais confiance en moi au travail, dans mon couple, dans mon sport, je me sentais nulle. Et c'était toujours... alors, il y a des moments dans ma vie où je me sens comme ça, hein, mais j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais en fin d'implant, ça revenait en pleine poire jusqu'à ce que je le rechange et que je me retrouve avec à nouveau la même dose hormonale, on va dire, et où je me reconnaissais, entre guillemets, à nouveau sur pas cette dépression, entre guillemets, parce que c'était pas une vraie dépression, mais ces idées noires et sur moi-même repartaient en fait. Et du coup, c'est vrai que je me posais pas mal de questions sur l'impact des hormones dans ma vie. Okay. Et du coup aussi, sur le projet bébé qui commençait à naître pour Jérémy et moi, où je t'en avais parlé. Et du coup, le fait que, effectivement, toi, ça t'a permis de dire, effectivement, Margot, peut-être qu'il y aurait des problèmes qu'on ne voit pas. Voilà. Mais ça, j'y avais pas pensé, moi. Ça, oui, non, et puis je voulais pas t'inquiéter, donc j'ai surtout, avant de te donner une autre question, je voulais réfléchir à ça. Et est-ce que tu penses que on t'a proposé la contraception avec un choix éclairé? Est-ce que tu t'es sentie concernée? Non. Ou on t'a... Non, ça, je me suis laissée porter par la proposition, mais on m'a pas vraiment expliqué les conséquences ou pas En fait, on m'a jamais expliqué. C'est comme en tout cas, nos générations, c'était déjà la pilule ou rien. Enfin, franchement, on ne parlait pas trop des autres contraceptions, à part en cours, où on savait qu'il y avait des anneaux, des choses comme ça. Mais on m'a jamais... Non, franchement, j'ai pas été hyper bien. La preuve, j'arrive même pas à me rappeler de qui m'a proposé l'implant et pourquoi. Enfin, par le fait que j'avais dû prendre... À mon avis, j'avais dû consulter en disant, voilà, j'arrive pas à prendre ma pilule à horaire fixe. Et vu que je savais que j'étais pas la meilleure des élèves pour utiliser un préservatif, ça me stressait, quoi. En fait, ouais, dans les textes, normalement, ça doit être un choix, un consentement éclairé, un choix éclairé de la part de la patiente avec les explications du gynécologue. Et je t'avoue que, à ma petite expérience aussi, ça n'a jamais été le cas, quoi. C'est-à-dire qu'on te disait, prends ça. Tu savais même pas quel dosage t'avais. C'est-à-dire que la plupart te disent, j'ai une pilule. Tu vois, on m'a déjà dit, j'ai la pilule qui enlève les règles. Ouais, mais elle est dosée à quoi? Tu la prends tous les jours, elle enlève les règles parce qu'elle est prise en continu ou c'est toi qui la prends en continu? Enfin, tu vois, genre, on a un manque d'éducation même sur ce qu'on nous donne et ça, c'est dramatique. Quand même. Ouais. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as arrêté la contraception? On était dans le projet bébé, donc j'étais plutôt concentrée sur... En fait, j'essayais de comprendre comment fonctionnait mon corps.
Ouais. J'ai commencé à télécharger des applications pour marquer un peu ce que je ressentais, la couleur de mes pertes, des choses comme ça, mon humeur, etc. Et en fait, j'ai eu 2 cycles avant de tomber enceinte. Donc après, j'ai tout de suite été sous les hormones de grossesse. Mais là où j'ai vu une différence, en fait, c'est après ma grossesse, quand j'ai repris le sport. Là, j'ai eu le temps de me concentrer plus sur mes sensations par rapport au sport, mes sensations par rapport à... Et en fait, j'ai pas du tout... J'ai même pas pensé une seconde à remettre un implant ou à prendre des hormones parce que je me suis sentie. Alors je diabolise absolument pas les hormones et enfin voilà, je suis pas du tout là-dedans. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est de retrouver mes sensations. Ben déjà la libido, qui pourtant, je pense, était endormie forcément après la grossesse. J'étais fatiguée, voilà, mais je me suis rendu compte que les hormones m'avaient endormie à ce niveau-là, même dans les sensations pendant les rapports, etc. Et ça, c'est le gros changement depuis que j'ai arrêté mes hormones. Et après, dans le sport, je me suis rendu compte aussi que là, en fonction de où j'en étais dans mon cycle, alors je suis pas assez sérieuse pour voir à quel moment avant le cycle ou après le cycle ça fait ça, mais il y a un moment, je sais que j'ai des mauvaises sensations, mais je sais pas si mauvaise sur les chronos. Ok. Mais c'est juste, je me sens pas dedans. Et par contre, il y a une autre phase du cycle où j'ai l'impression de voler, j'ai des super sensations. Et pourtant, pareil, les chronos changent pas tant que ça, hein. C'est juste ma perception. Et j'ai remarqué que c'était en lien avec les phases de règles. Mais je suis pas encore assez sérieuse sur de regarder à quel moment j'ai ça et à quel moment j'ai ça. Toi, tu as sûrement des réponses. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une grosse différence et j'apprécie ça et je me sens trop bien en fait. Et du coup, je n'ai pas remis de contraception, mais on utilise un préservatif. Parce que on m'a proposé de mettre un stérilet. Et en fait, j'ai un utérus rétroversé et antérograde. Non, je sais plus le nom. Bon, bref, il est pas dans le, enfin, il est plus en arrière et il est un peu tourné ou une histoire comme ça. Il est pas dans le bon Et sens. du coup, ouais, elle est Oui. très très dure de poser le stérilet. J'ai eu super mal, il a pas tenu. Et du coup, je me suis dit bon j'ai pas envie de. Ouais. En fait, j'avais peur de ressouffrir si on me le mettait. Jérémy, ça ne le dérange absolument pas de mettre un préservatif, donc du coup, on fait comme ça et ça nous va très très bien. Voilà. Et je pense que on va continuer comme ça un moment. Voilà. Ok. Et du coup, petit indice à regarder, il faut que tu regardes quand est-ce que tu ovules. Donc ça va être notre prochain épisode pour traquer son cycle et voir les signes extérieurs qui peuvent savoir quand est-ce que tu as ovulé. Et effectivement, la phase un peu je vole, tout va bien, c'est la phase Beyoncé. Juste avant l'ovulation. Oui, voilà, et il y a oui. une phase effectivement qui est un peu plus compliquée et j'ai un peu les mêmes ressentis pour tout te dire. En fait, théoriquement, tu serais meilleur en endurance sur la phase après l'ovulation, donc sur le pic hormonal qui a lieu après l'ovulation, donc quand la progestérone et l'œstrogène sont hautes en phase mi-lutéale, ça s'appelle. Et après, quand ça descend, c'est là où tu peux un peu plus douiller au niveau humeur. Mais effectivement, tu as des moments de ce cycle où Ouais. en fait, c'est bizarre, c'est le ressenti, donc le RPE, qui peut être vraiment variable en mode c'est la même séance, elle est pas sur le chrono, elle est pas dégueulasse, mais en termes de sensation, elle est pas bonne, quoi. Et une semaine avant, elle a rien à voir, Et quoi. puis je sens que c'est pas une histoire de fatigue liée au travail ou quoi, parce que pour le coup, j'ai toujours à peu près le même rythme de travail qui est quand même assez intense. Je manque de sommeil tout le temps. Enfin, et je vois bien que c'est plus lié à mes règles parce que c'est souvent, il me semble, juste avant mes règles. Ouais, oui, voilà, quand ça redescend, quoi, effectivement, quoi. T'as des patterns récurrents qui sont là, quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte que ouais, c'est à ce moment-là. Et c'est impressionnant. J'avais pas remarqué ça avant, du coup. Et j'avais commencé à remarquer ça, du coup, quand j'étais en période d'essai, où je me disais, est-ce que c'est parce que... Mais du coup, je mettais ça plus, est-ce que c'est parce que je suis enceinte? Parce que du coup, j'étais dans l'attente. Donc, je me disais, est-ce que c'est à cause de ça? Genre, Ouais, c'est des ouais. symptômes, Ouais. je me sens pas bien parce que je suis enceinte. Et en fait, non. Le premier cycle, du coup, c'était pas ça. Et au deuxième, ça m'a fait pareil. Et après, j'étais effectivement enceinte. Donc du coup, je me suis dit, ça doit être lié justement à mon cycle que je ne connais pas. Et en fait, je me connais pas. Ça faisait 9 ans que j'avais un implant que je changeais tous les 3 ans. Et en fait, je me connaissais pas. Ouais, et c'est impressionnant. Hein. Ça endort. Impressionnant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie d'y retourner. Après, voilà, c'est petit disclaimer, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité hormonale. Moi non plus, loin de moi, l'idée de diaboliser la pilule, c'est une avancée qui nous a permis beaucoup de choses. Ah oui, oui. Mais il C'est faudrait clair. qu'on soit
au courant de pourquoi on le prend. Est-ce que c'est vraiment à but contraceptif? Quand il y a des personnes qui ont de l'endométriose, c'est quelque chose qui est hyper important parce que du coup, ça évite l'endomètre de proliférer de manière anarchique. Donc, je diabolise pas du tout ça, mais c'est vrai que la possibilité, en tant que jeune adolescente, de se comprendre à ce moment-là, c'est quand même une période qui est hyper importante. Et c'est vrai que c'est dommage de la camoufler tout de suite avec une contraception. En tout cas, c'est quelque chose, nous, qu'on a... C'est ça. Et en même temps, voilà, moi, je regrette absolument pas d'avoir été sous Non, bah implant ouais. parce que, comme je disais, j'étais pas une très bonne élève pour, toujours lié à ce manque de confiance, pour obliger le garçon à mettre un préservatif. Franchement, moi, j'ai eu des périodes, des conduites à risque à ce niveau-là. Sur les MST et du coup je me dis heureusement que j'avais l'implant parce que vu que je prenais pas ma pilule à l'heure fixe, il y avait quand même plus de risques que je tombe enceinte et l'implant m'a permis d'avoir une charge mentale à ce niveau-là carrément moins importante parce que je me disais bon au moins je vais pas avoir de bébé quoi. Ok. Et ça c'était un truc que je reviendrai pas en arrière, quoi. Mais et puis bon, c'était quand même agréable en tant que sportive, hein, c'est sûr de pas stresser, pendant les compétitions, d'avoir mes règles. Après, maintenant que j'ai connu sans et que je suis bien dans mon couple et que je sais que voilà, je suis bien posée à ce niveau-là, je reviendrai pas aux hormones. Mais je pense que dans ma période de prise de risque, d'une autre période de ma vie, quoi, ça m'a permis d'être sereine sur le risque de tomber enceinte. Et ça, je remercie la personne qui nous a permis d'accéder à ça. Sans doute une gynécologue quand même, parce que les implants tombent pas du ciel. Alors, question suivante. Je voulais t'interroger un peu sur l'aspect socio-culturel d'être une femme quand on fait du sport. Donc, est-ce que tu as des remarques sexistes, notamment dans le milieu du triathlon? Est-ce que ça t'a toujours été accessible? Alors moi, c'est pas au niveau du triathlon, mais alors j'en ai bien eu conscience de ce que c'est que d'être une femme dans un monde sportif, enfin, on va dire plus masculin. C'était quand j'étais jeune sapeur-pompier, parce qu'on me répétait constamment que j'étais une femme et que j'avais rien à faire chez les pompiers. Je ramène ça au sport parce que c'est un endroit où on fait du sport. Je faisais on faisait des concours entre pompiers, etc. sur les parcours sportifs. On tirait le dévidoir sur les parcours, on appelait ça les manœuvres et on faisait des compétitions de manœuvres. Et les gars voulaient pas, espéraient que sur le tirage au sort je sois pas sur ces rôles-là. On me disait constamment qu'on n'avait pas confiance en moi. Et je peux comprendre sur certains points, oui, une petite meuf d'1m58 et 50 kilos, si tu tombes dans les vapes au milieu des flammes, je peux comprendre que tu as un peu des doutes sur ma capacité à te sortir de là. Mais par contre, je trouvais les remarques quand même pas du tout adaptées sur les autres entraînements et sur le sport. Et puis voilà, je trouve que les pompiers, c'est pas que être au feu et j'avais des qualités sur d'autres choses. Donc moi j'en ai plutôt souffert quand j'étais pompier parce que on me disait tout le temps que c'était pas ma place et en même temps c'est vrai que le système était mal foutu et encore mal foutu parce que du coup les barèmes sont pas les mêmes quand t'es un homme et une femme a beaucoup plus de facilité à valider ses tests physiques parce que les barèmes sont trop bas pour les femmes. Et du coup, c'est sûr que c'est pas normal que eux galèrent à les valider et soient meilleurs que moi sportivement, et que moi, je valide plus facilement pour un quota féminin à avoir et pour dire regardez, on met pas en difficulté les femmes parce que à la fin, justement, on doit être capable. Je veux dire, le jour où il y aura un feu, la fille, on va pas lui dire attends, t'as validé ton barème, faut que tu sois capable de sortir le mec de là. Normalement, ça devrait être aussi difficile pour les filles, en tout cas, qu'il y a un niveau où on se dit bon là, voilà, si le mec il fait un malaise avec son aérie, elle est capable de le sortir du bâtiment. C'est normal. Et c'est normal qu'un garçon il ait besoin de se sentir en confiance s'il part avec une fille. Et il y a des filles, c'est des forces de la nature qui ont plus de capacité à sortir un mec comme ça des flammes que d'autres garçons qui sont plus fluets et qui sont meilleurs en endurance par exemple que pour faire de la musculation. Et en fait c'est juste que les barèmes ils devraient être en tout cas, c'est un long débat, mais je comprenais qu'on puisse me faire ces remarques-là, et en même temps, c'était un peu insupportable de toujours entendre que j'étais pas à ma place.
Et du coup, c'est à ce niveau-là où moi j'ai vécu la différence homme-femme. Et j'ai eu beaucoup de temps du coup pour réfléchir à tout ça, d'où le fait que je comprenais ces remarques, même si elles étaient insupportables à entendre quand j'étais plus jeune. Et je pense que il y a un système, un truc à refonder sur. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, mais ça devrait pas être aussi simple pour les filles de valider des tests physiques. Voilà, mais parce que vraiment, quand je dis qu'il y a un écart, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop facile pour une Ouais. fille de le valider. Faut que tu puisses au moins sortir, enfin, comme tu le dis, au moins en termes de sécurité, quand t'es bipé, il faut que tu puisses Oui, assurer c'est le taf, quoi, ça. tout Et en simplement. fait, ça devrait pas être trop accessible pour les filles et pas assez pour les garçons. Et voilà. Et du coup, c'est moi, à ce niveau-là, c'est plutôt là que je l'ai vécu. Après, dans le monde du triathlon, j'ai pas vécu de sexisme, ou en tout cas, maintenant que je suis plus adulte, est-ce que c'est que je m'entoure mieux? Est-ce que c'est que, voilà, il y a toujours, bien sûr, quand tu pars faire des sorties vélo, des fois, des petits concours, il y a qui c'est qui va le plus vite et puis qui cherche pas à savoir si derrière ça suit ou pas. Mais c'est plus là un côté égo, mais qui peut, je pense, exister aussi chez les filles. Mais franchement, non, je l'ai pas ressenti. Moi, là, vraiment, où je l'ai ressenti, c'était quand j'étais pompier sur les tests physiques. Ça, c'est un truc qu'on me leur mettait tout le temps dans la gueule, quoi. Que pour moi, c'était trop facile, que c'était vraiment là que je le ressentais. Sinon, sur le reste de ma pratique, en plus, j'ai fait plutôt des sports féminins quand je faisais de la gym. Donc, enfin, à Guignon, il n'y avait pas de club masculin de gym, donc je l'ai pas vécu là. Et en fait, au final, la plus grande partie de mon expérience sportive ado, c'était quand j'étais avec les pompiers. En tout cas, Donc intéressant comme voilà. réflexion que tu nous partages là. Il a fallu une grosse force de caractère pour persister dans un monde où on te disait que t'étais pas forcément Bah, au c'était bon pas endroit, quoi. toujours agréable, quoi. Surtout quand tu manques déjà de confiance en toi. La question suivante que j'aimerais te poser, c'est quel est ton rapport à ton image et à ton alimentation? Est-ce que parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une grosse prévalence de troubles alimentaires chez les sportives qui s'expriment différemment en fonction du sport, notamment les 3 catégories qui sont le plus touchées, c'est les sports dits esthétiques comme la gymnastique, les sports à catégorie de poids comme le judo Mm. et les sports d'endurance comme la course à pied. Donc toi, tu as fait un peu les 3, donc je Mm. voudrais savoir si tu acceptes, parce que Mm. c'est une question qui est un petit peu difficile, et on pourra la couper au montage si tu n'as pas envie d'en parler. Mm. Quel est ton rapport à ton Non, non, image c'est et à bon. ton alimentation? Alors, le rapport à mon image, alors, il a toujours été assez mauvais, hein. Je me suis jamais sentie très féminine. J'ai une grosse scoliose, donc déjà, j'avais l'impression que ma position, quand je me tenais debout, c'était pas joli. Je me sentais pas élancée. Enfin, je trouvais toujours les filles autour de moi tellement plus belles, tellement plus gracieuses. Enfin, voilà, au niveau de la gym, on va dire que c'était là-dessus. Euh, dans les trucs aussi qu'on nous explique pas, ces trucs tout con, mais bon, à l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, ça m'étonnerait, mais on prenait, je sais pas si tu te rappelles, des douches collectives Ouais. après les entraînements. Quand je prenais les douches comme ça en groupe, en fait, les filles étaient toujours un peu étonnées, se moquaient de moi, entre guillemets. Enfin, oui, je pense que oui, c'était une sorte de moquerie, hein, mais en tout cas, on me faisait bien sentir que, tiens, c'était bizarre, parce que j'avais une lèvre qui était une grande lèvre qui était un peu plus grande que l'autre. Et du coup, j'ai toujours été assez complexée à cause de ça, puisqu'on me faisait sentir que c'était bizarre. Donc déjà, voilà, je me suis D'accord. construite avec l'image que, ben, déjà, j'avais pas une grosse poitrine. Voilà, et du coup, le fait d'être, enfin, je me suis jamais en fait trouvée déjà genre belle toute nue. Enfin, genre, je me supporte pas toute nue, pas jolie. Enfin voilà. Et du coup, ben la gym, ça m'a un peu construite là-dessus, quoi. Et après, ben le judo, j'en ai fait trop jeune pour qu'il y ait un problème déjà avec le poids. Par contre, ça m'a un peu rattrapée quand j'ai fait un peu moins de sport. En fait, j'ai toujours été dans un contrôle avec le sport, où même si je me sentais pas bien, je me sentais quand même musclée et plutôt pas trop grosse parce que je faisais du sport. Et du coup, même si j'avais des cuisses que je trouvais trop grosses, moi je me disais, oui, mais regarde, t'as des abdos. Enfin, j'essayais de me trouver des qualités physiques.
Par contre, quand j'ai fait moins de sport et que j'ai commencé à faire plus la fête, ben, j'ai pris du poids. Et j'étais amie avec une fille qui était à fond sur son apparence et qui achetait des boissons là, un peu drainantes, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à vouloir faire ça. Puis après, je mâchais, je recrachais ce que je mangeais. J'essayais de me dire, parce que j'ai toujours été gourmande et j'avais un peu des pulsions sur les sucreries, les choses comme ça. Et du coup, je me disais, bon, ben, pour pas finir, enfin, j'ai envie de finir le paquet, donc je vais peut-être juste mâcher pour avoir le goût et je vais recracher ce que je mange. Enfin, le truc, mais c'était ridicule, hein. Mais, euh, mais je voulais reprendre un peu, je voulais maigrir, en fait. Je me trouvais pas jolie. Et puis j'étais avec un mec qui me valorisait pas à l'époque. Donc, du coup, je faisais ça pour essayer d'être plus désirable. Ouais. Et en fait, ce qui m'a permis de pas trop tomber dans des vrais TCA, c'est que j'ai quand même repris rapidement le sport. Je me suis remise à courir et du coup, en plus, je me suis vraiment mise à fond là-dedans. Et du coup, j'ai repris, on va dire, le contrôle de mon corps comme ça. Et je sens qu'en fait, malheureusement, mon image de moi-même dépend quand même du sport que je fais parce que quand j'ai mal vécu ma grossesse, justement parce que j'arrivais plus à faire du sport comme avant. Donc je me sentais nulle parce que j'ai l'impression que sur Instagram, toutes les filles enceintes et qui faisaient du sport comme moi, elles arrivaient à faire du sport longtemps enceintes et puis ça avait pas l'air de les gêner. Et moi, je sentais que j'y arrivais pas à faire comme elles. Et du coup, bah j'aimais pas. En fait, je m'aimais pas voir, ouais, que mon corps avait changé, que j'étais moins musclée, je me trouvais flasque, je me trouvais ouais, j'ai l'impression de régresser en fait. Et du coup, ben toujours pareil, je m'aimais pas. Je trouve que toutes les femmes enceintes belles, moi je me trouvais pas belle, encore moins toute nue. En plus, ma poitrine, moi qui n'ai jamais eu de poitrine d'un coup, là j'avais des seins, c'était bizarre, je me reconnaissais pas. Et quand j'ai accouché, ben en plus comme j'allaitais, forcément j'avais encore de la poitrine, donc je me reconnaissais toujours pas. Et en fait, il a fallu ben, bien 9 mois hein, pour me retrouver à nouveau moi-même après la grossesse parce que ben au fur et à mesure ben je me suis remusclée et je me suis sentie mieux. En fait, voilà, mon bien-être physique et l'image que j'ai de moi dépend de si je fais du sport ou pas en fait. Et je suis vraiment là-dedans. Malheureusement, j'en suis assez consciente, mais pour être bien dans ma peau, il faut que je sente que je suis sportive. Pourtant, je suis pas hyper, j'ai pas des abdos méga dessinés, mais j'ai l'impression, en fait, et c'est, physiquement, j'ai pas, genre, pris 10 kilos, ou 15 kilos, 20 kilos, je sais même pas combien de poids j'ai pris exactement enceinte, mais c'est juste des sensations. La sensation d'être flasque. Et puis c'est toi qui m'avais rapporté aussi que les sages-femmes mettent un peu la pression sur le poids, Oui, la en prise de plus, ouais. poids. Enfin, Mm. il faut Ouais, faire ouais, du moi, sport, mais elle pas avait trop non commencé à me plus. Enfin, conseiller de c'est faire un dur. régime, enfin, ouais, ouais, enfin, non, après, heureusement, j'étais assez informée pour savoir que c'était pas bon de dire ça à une femme, qu'il n'y avait pas de régime intermittent. Je sais plus comment elle m'avait appelé ça. Après le truc intermittent là, de genre Ouais, pas t'avais manger le conseillé matin. de... Ouais, enfin, genre si tu fais un gros repas, tu fais la diète après. Enfin, je comprends même pas comment elle a pu me proposer ça. Heureusement, j'étais assez informée pour savoir que non, fallait pas que je rentre là-dedans. Alors, c'est important pour la santé d'une femme enceinte c'est jamais bon dans la vie de prendre trop de poids. Donc oui, c'est important de faire attention à ça. et d'être sédentaire non plus. Voilà, ni d'être sédentaire, voilà, c'est important de continuer à bouger, de marcher, et cetera. Mais nous foutre la pression à surveiller, à nous mettre, enfin voilà, c'était normal en fait qu'à ce moment-là, j'ai pris plus de poids parce que ben, je me suis arrêtée de travailler. Donc j'ai quand même un métier où je bouge beaucoup et j'ai eu un stress qui s'est arrêté sur des résultats qu'on attendait sur la santé de mon bébé. Donc forcément, j'étais stressée et je bossais, donc je prenais moins facilement du poids parce que j'étais moins là-dedans. Et d'un coup, je me retrouve ben, plus sédentaire à la maison, avec un stress qui retombe, où du coup, je m'autorise peut-être un peu plus à manger, etc. Et ben oui, j'ai pris d'un coup plus 5 kilos entre deux visites. Mais en fait, j'ai juste rattrapé un peu le retard que j'avais parce qu'avant, j'étais plutôt dans la courbe à pas assez prendre de poids, on va dire. Donc voilà. Mais tout de suite, elle m'a fait culpabiliser, quoi. Mm.
Et du coup, en tant que sportive, comment s'est passée ta grossesse? Je sais déjà la réponse, mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'avais peur. En fait, je suis partie sur des prérequis en me disant, oh mon Dieu, Margot, va falloir que je la freine, que je lui dise qu'il faut pas qu'elle continue à essayer de performer à tout prix et tout. Et en fait, mais t'as Mm. déjoué complètement ce que j'avais un peu projeté et Mm. imaginé. C'est qu'en fait, très rapidement, tu te dis, franchement, Mm. enfin, je te laisse. Enfin, moi, le ressenti que tu m'as donné, c'est que ouais, non, en fait, je suis pas confortable, donc j'ai pas envie de Mm. persister dans une activité où je suis pas confortable, quoi. Je me sens pas. Il y avait beaucoup de stress. Enfin, voilà, nous, on venait de perdre notre Ouais, grand-mère aussi. C'était quand même une ouais. période assez particulière au niveau Mm. personnel. Et c'est vrai que moi, Mm. je pensais vraiment que Mm. tu allais être dans la catégorie des sportives à freiner par rapport à la grossesse, par rapport au contrôle du poids, par rapport au sport, etc. Et en fait, ça s'est pas Mm. du tout passé comme ça. Donc, est-ce que tu peux juste partager pour montrer que déjà, il Mm. n'y a pas une seule manière de faire, que les réseaux sociaux, c'est un peu chacun montre. Oui, oui, et puis au final, ça m'a pas empêché derrière de retrouver. Moi, ce que j'avais peur, ouais, voilà, c'était tiens, si j'arrête d'en faire autant et si je fais pas comme sur les autres filles sur les réseaux, est-ce que je vais derrière retrouver un niveau? Est-ce que je vais être si nulle que ça? Alors bien sûr, quand j'ai repris, c'était dur, mais en fait, j'ai vite retrouvé des capacités et de faire les courses que je m'étais projetées, en fait, sans parler de performance, juste de finir un Alpha Ironman. C'était mon objectif et j'ai pu le faire après ma grossesse. Et en fait, ouais, quand j'ai voulu continuer à courir, en fait, j'étais essoufflée et j'avais l'impression d'avoir une pesanteur dans le bas-ventre qui me mettait inconfortable, en fait. Et je me disais, mais en fait, je prends pas de plaisir parce que, de un, mon cardio monte trop haut et je suis pas à l'aise. Et en plus, enfin, en tout cas, j'avais pas trop ma montre pour voir vraiment, mais je pense quand même que cette sensation d'être essoufflée et d'avoir le cœur qui s'emballe ou quoi, ça devait être un peu que mon cardio était sûrement un peu haut. Et j'étais fatiguée, moi, le tout premier trimestre, mais je rentrais du boulot, je dormais et je repartais bosser et je redormais à 20h. Enfin, tout le premier trimestre, c'était ça. Donc en fait, me forcer à aller courir, c'était nul. Enfin, je me suis toujours dit, moi, je me force pas à faire un truc Ouais. si vraiment je me sens pas genre c'est la flemme parce que des fois on se motive un peu, c'était la flemme. En fait, on se sent trop bien sur sa séance. Là, c'était une fatigue et je me suis écoutée. En fait, je me suis dit, non, là, t'es explosée de fatigue. T'as juste envie d'une chose, c'est de dormir. Et je sortais l'Oxène parce que faut savoir que mon conjoint était pas là, donc voilà, j'étais toute seule à la maison. C'était le 3e confinement, je sais plus quoi. Donc c'est un peu la déprime. J'avais appris la grossesse la veille où il partait en mission. Je me retrouve toute seule, en plus en plein confinement. On avait perdu notre grand-mère, donc c'était voilà, niveau moral, j'étais pas au plus haut. Et en plus, quand j'allais essayer de faire mon sport pour me faire du bien, en fait, je me sentais mal. Donc je me suis dit bon écoute, tu te forces pas. Et donc je me suis dit écoute-toi, et je me suis concentrée sur beaucoup de marches parce que de toute façon avec l'Oxène, on est toujours en train de beaucoup marcher. Et déjà d'aller travailler, c'était une activité physique à temps plein. Et puis voilà, je faisais un peu de home trainer, un peu de yoga, j'ai essayé de faire un peu de renfo. En fait, genre, je faisais à ma sauce, quoi. Et je me suis dit, on verra bien après la grossesse. Alors, enfin, ça m'a fait du bien de m'écouter. Et puis, au final, ça m'a fait une grosse pause. Enfin, je trouve que les amateurs, on est très mauvais pour prendre une pause sportive. Euh, les pros, c'est un peu, ça fait partie de leur entraînement. Leur coach leur dit, là, t'as une trêve hivernale, t'as une trêve, j'en sais rien, mais ils ont des moments comme ça. Alors, c'est sûr que ça dure pas 6 mois, mais ils ont des moments où vraiment, des podcasts que j'ai pu écouter, il y en a beaucoup, en tout cas, ça fait partie de leur entraînement de prendre un mois de vacances, quoi. Enfin, ils ont des vacances comme tous les gens qui ont des boulots. Non, mais les vacances, ils ont leurs vacances. Et nous, les amateurs, on enchaîne les compétitions. On a l'impression que si on s'arrête, c'est mal. Enfin, et on se repose pas vraiment, à part genre les 2 jours dans la semaine, on s'entraîne pas. Et moi, au final, ça m'a permis de faire cette pause après 4 ans, 4 ans de sport Ouais. hebdomadaire avec très peu de pauses. C'était la première fois que je m'arrêtais vraiment, et je pense que ça Ouais. m'a fait du bien de faire cette pause aussi sportive, sans objectif, en faisant, voilà, je faisais pas rien non plus puisque je marchais et que je faisais un peu de home trainer et compagnie, mais de faire ça sans pression, sans objectif, juste en disant, juste pour te faire du bien. Et puis si t'as pas envie, c'est pas grave. Et du coup, le jour où j'ai repris, j'étais ultra motivée, ultra
il te rassure bien parce que j'attendais ça avec impatience. En fait, le sport m'avait manqué. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est vraiment une passion parce que ça te manque, parce que tu as d'y retourner, parce que t'as envie d'avoir des nouveaux objectifs. Et puis, bah, c'est un super challenge de se dire, bah, allez, je fais un Alpha Ironman. C'était combien de temps? Un peu moins de 7 mois après ma grossesse. Bah, c'était déjà... Non, un peu moins de 10 mois. Oh, je sais plus. J'ai accouché en octobre, la course était en juillet. Enfin voilà, bref, ça faisait moins d'1 an en tout cas. Et c'était un super objectif déjà. Et d'y aller en me disant, ben franchement, tu regardes pas les chronos, juste sois capable de finir cette course en bonne santé. Ben, c'était une super carotte pour reprendre le sport. Ouais. Et puis prendre du temps pour moi malgré l'arrivée de mon fils. Et voilà, j'ai cherché mon équilibre comme ça et ça m'a fait vraiment du bien en tout cas. Merci pour ton témoignage. Bon après, voilà, au niveau de l'image corporelle, c'était compliqué enceinte. Enfin, et comme beaucoup de sportifs, je pense, c'est compliqué d'être enceinte pour ça, pour lâcher prise sur le sport, pour lâcher prise sur la performance, lâcher prise sur le corps qui change. Ouais. Non, puis même les sensations, enfin, j'ai pas encore expérimenté ça, mais la sensation d'avoir, tu vois, un centre de gravité qui change, Ouais. tu vois, c'est complètement différent en termes de pattern de course et tout, c'est vraiment, ça change trop, quoi. Ah oui, c'est clair. Bah, je veux revenir sur 2 points que tu avais dit. Le premier, c'est que tu étais super essoufflée, donc les recommandations, c'est quand même de pouvoir continuer à parler pendant l'exercice. Donc voilà, c'est pour les potentielles femmes enceintes qui nous écoutent, ou si jamais vous devez conseiller quelqu'un, sachez que normalement, vous devriez être capable de pouvoir au moins blablater un petit peu, pas forcément réciter tout, mais vous devriez vraiment être capable de tenir une conversation. En termes d'intensité, c'est ce qui est recommandé en termes cardiaques. Et l'autre point, c'est que tu as parlé de pesanteur dans le bas-ventre et petit bassin. Du coup, on va enchaîner sans transition sur ta santé périnéale. Oui. Est-ce que dans ta vie de sportive, tu as eu, avant ta grossesse déjà, parce que du coup, effectivement, je suis formée en pelvipérinéologie et on a longtemps parlé de ça toutes les deux. Oui. Est-ce que déjà dans ta vie de sportive avant la grossesse, tu avais des soucis à ce niveau-là? Et est-ce que tu veux oui. bien nous en parler? Heureusement que je t'ai, parce que moi, c'était un tabou, je n'osais pas en parler, je pensais que j'avais un problème. Enfin, oui, j'avais un problème, mais je pensais être la seule au monde à avoir ce problème. J'avais honte. En fait, j'ai remarqué, donc en 2017, quand je faisais de l'athlétisme, que j'ai commencé à en faire vraiment, j'ai remarqué que quand j'étais à fond, genre sur les fractionnés, et que j'étais en fin de série, et que je commençais, vous voyez, le moment où le corps commence à lâcher, entre guillemets, enfin, ouais, en fin de sprint, quoi, quand on est au bout du bout, et qu'on est un peu moins tonique sur la fin, que j'avais des fuites urinaires. Et j'avais vraiment la honte. Du coup, je mettais que des shorts noirs, que des leggings noirs, et j'essayais de pas me rester enfermée après dans une pièce pour faire du renfo avec mes compatriotes de l'athlétisme, parce que je me disais, ils vont tous sentir que je pue la pisse. Voilà, c'était un peu la honte. Je me disais, mais c'est trop bizarre, mais en même temps, je voulais pas en parler. Je mettais ça sous le tapis en mode gros déni. Et un jour, je sais plus comment t'es venue à parler de ça. Et tu nous expliquais que tu as dû me parler de ta formation de périnée, qu'avec la gym et tout, on disait des abdos pas adaptés, et que du coup, toi, tu avais des soucis. Je crois que c'est comme ça que tu l'as amené, avec la gym, le handball. Enfin, tu me racontes ça. Et là, je me dis, non, mais c'est à cause de ça. Et là, j'ai rebondi, je te dis, mais moi aussi, j'ai des problèmes et j'osais pas en parler. Et puis c'est là où tu m'as expliqué ton cours qui était trop intéressant. Enfin, tu m'as fait un résumé, bien sûr, adapté à moi, mais et je me suis dit, mais c'est dingue, comment c'est tabou et en fait, comment ça touche plein de gens. Ouais. Vraiment. Et du coup, après, j'ai commencé à comprendre les histoires des grands-mères qui mettent qui ont des fuites urinaires et qui mettent les pubs qu'on peut voir à la télé, etc. Là, j'ai fait des liens. Mais à l'époque, moi, je faisais pas les liens. Quand je voyais ces pubs-là, j'ai beau être dans la santé, franchement, c'est pas un truc qu'on apprend en école d'infirmière. Et du coup, j'ai compris que c'était pas normal. Et du coup, là, tu m'as expliqué que ça venait de ma pratique de la gymnastique et des abdos qu'on nous faisait faire qui n'étaient pas adaptés, et que du coup c'était à cause de ça qu'on avait toutes des problèmes, et que du coup moi il devait être bien installé vu que ça me faisait ça, etc. Et du coup je m'avais dit, vu que tu as ton projet de grossesse, après la grossesse il faudra que tu fasses une bonne rééducation du périnée. Et c'est là où tu m'as vraiment
bien formé, enfin entre guillemets, t'as bien fait ton taf de prévention parce que j'étais très consciente de ça. Tu m'as tout de suite aidé à trouver une kiné qui faisait la rééducation du périnée correctement, etc. Parce que moi, il faut savoir que ma sage-femme m'a dit, vu que c'est votre premier bébé, vous n'êtes pas obligé de faire votre rééducation. Puis bon, dans les mesures qu'elle avait faites, elle trouvait que c'était pas si mal. Donc elle m'a dit que franchement, c'était pas une obligation. Bon, moi, je vais pas dire ce que tu m'avais expliqué parce que bon, on a bien compris que c'était une sage-femme qui a des idées bien arrêtées, même si elle a été super sur plein de trucs, voilà. Et en fait, je suis allée voir une kiné formée en périnée et elle m'a fait une super rééducation. Et aujourd'hui, j'ai encore 2-3 petits soucis. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les entraînements. Je pense qu'il faut que je refasse. Je vais faire le périfit, il faudrait que j'en refasse. Mais ça, j'ai senti quand même une grosse différence. Et surtout maintenant, j'ai conscience de tout ça et je fais aussi ma part de prévention en parlant à mes copines, en aidant les gens à se rendre compte, en fait, surtout que c'est important et qu'il faut pas prendre ça à la légère et qu'à terme, ça peut être vraiment un problème à long terme, en fait. Et que c'est pas qu'une histoire de petite fuite urinaire un peu gênante, en fait. C'est une santé, quoi. C'est la santé périnéale et si on n'a pas envie de se retrouver avec une descente d'organes ou des problèmes comme ça, plus vieilles, avec un truc où on ne pourra jamais revenir complètement en arrière, c'est dommage, quoi. Donc voilà, j'essaye de faire de la prévention. Ouais, mais tu vois, si c'était à refaire, je t'enverrais tellement plus tôt, même au moment où tu m'en parles, je te dis, mais va consulter, c'est pas une fatalité, même avant ta grossesse, quoi. Donc tu vois, comme quoi, j'ai quand même pas fait mon job à 100%, mais maintenant je te le dis. Et pour toutes les femmes qui nous écoutent, après, est-ce que je l'aurais fait? ouais. En tout cas, ne restez pas avec ça. Il y a vraiment des possibilités. C'est vrai que c'est un peu tabou et c'est moi la demande principale de mes collègues hommes, c'est mais explique-nous le périnée pour les non-périnéologues, le périnée pour les nuls, s'il te plaît. Et en fait, tu as deux cas de figure qui s'opposent. Ça va être vraiment l'hypotonie des muscles du plancher pelvien et l'hypertonie des muscles du plancher pelvien. Et c'est ça qui est difficile, c'est que en fonction du cas de figure dans lequel tu te trouves, tu vas pas faire les mêmes choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut un bilan, en tout cas intravaginal, pour pouvoir déterminer. Parce qu'à l'œil nu, ça, c'est très compliqué à déterminer. Et les sportives peuvent souffrir d'hypertonie, d'hyperactivation avec une difficulté dans le relâchement. Et ça, du coup, c'est deux manières, deux bras qui se rencontrent, qui ont des choses en commun, mais qui vont pas se rééduquer de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien vous faire évaluer et pas juste faire des exercices de contraction, même si c'est un bon début. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une fatalité. Et pour en revenir à notre histoire, c'est qu'effectivement on a été éduqués. Moi aussi j'ai fait de la gym, c'était un peu quand on était une sœur d'Auvergne, apparemment on naissait avec le passeport va à la gymnastique, fais tes années de gym avec Loulou. Alors Loulou qui a été extraordinaire sur beaucoup de choses dans l'école de la vie de la gym, tu tombes, tu remontes, une certaine rigueur d'entraînement quand même aussi, qui a des bons et des mauvais côtés, mais en tout cas qui était vraiment, moi c'est quelque chose qui m'a, je sais pas toi, mais m'a vraiment aidé dans mon parcours d'adulte, de jeune adulte ou d'adolescente, cette rigueur, cette nécessité de s'entraîner, de persévérer même si t'échoues, etc. C'est quand même assez intéressant. Par contre, c'était la vieille école et effectivement, moi j'en ai fait des fléchisseurs de hanches, mais des abdos, pas beaucoup. Donc en fait, dans le sens où clairement, j'étais incapable de faire des bons abdos, dans le sens non générateur de pression. Et c'est ce qui nous est arrivé, en fait, c'est que c'était l'ancienne école avec beaucoup de flexion de tronc sur les hanches ou de flexion de hanches sur le avec zéro contrôle moteur, zéro activation du transverse, zéro consigne à ce niveau-là. Et clairement, toi comme moi, on s'est défoncé à ce niveau-là. Camille, un peu moins. Je pense que toi et moi aussi, ce qu'on a en commun, c'est qu'on a une belle pente sacrale. Et Camille a fait un peu moins de gym que nous aussi. Ouais. Elle a plus vite été à la danse. Toi comme moi, on a une belle pente sacrale, ce qui fait qu'on a une assez grande lordose. Donc, tu sais, cette fameuse cambrure du dos. Donc, notre papa a eu un spondylolisthésis. Je pense aussi que génétiquement, on n'est pas aidé à ce niveau-là. Et en plus, notre maman et notre grand-mère avaient aussi des facteurs, en fait, on avait déjà des facteurs de risque parce que notre maman et notre grand-mère ont eu des troubles urinaires. Donc, si tu veux, on n'est pas aidé d'un point de vue génétique avec la qualité tissulaire qui est sans doute pas exceptionnelle. Une pente sacrale, ce qui fait qu'on a vraiment une lordose qui nous fait, qui modifie notre inclinaison du bassin. On n'a peut-être pas un super recrutement au niveau abdominal. Et en plus de ça, on a des fléchisseurs de hanches qui sont suractivés, toi et moi. On a vraiment un schéma antérieur avec des quadriceps assez énormes. On a des bonnes cuisses, comme on dit. Et du coup, ça aidait pas du tout, je pense, au recrutement musculaire. Donc, tu vois, c'est des trucs après 50 diplômes. Maintenant, je peux le dire comme ça. Mais à l'époque, je comprenais juste pas. Et un petit témoignage aussi individuel, c'est que j'ai appris à contracter. Enfin, quand on me disait engage, je pensais engager le transverse. Et jusqu'au moment où vraiment mon transverse est devenu compétent, j'ai dit « Ah, c'est ça !» Mais vraiment, ça faisait... Enfin,
notre background de sportive, c'est que vraiment, on a fait du sport depuis qu'on a 5 ans, quoi. C'est pas comme si on n'avait pas de connaissance de notre corps. Ouais, Alors, on avait une méconnaissance de cette zone qui était ah impressionnante. bah, Donc, vraiment, c'est pas une fatalité. Et juste, même si vous n'avez pas de troubles, ça peut être lié une insuffisance du plancher pelvien, ça peut provoquer des choses au niveau de la hanche ou des douleurs au niveau lombaire ou alors des douleurs au niveau abdominal ou des problèmes au niveau abdos, des pubalgies, des choses comme ça. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à consulter si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas forcément à contracter, si vous avez ne serait-ce qu'une sensation de pesanteur, quelques gouttes quand vous rigolez ou quoi. Un bilan, ça coûte rien, entre guillemets. Déjà, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Tout le monde y a droit, pas besoin d'être enceinte pour ça. Et franchement, ça peut donner un bon état des lieux, surtout quand vous êtes sportive et que vous avez toujours les mêmes problèmes. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de suractivation du psoas, avec vraiment j'ai même été infiltrée plus jeune, je sais pas si tu te souviens, ouais. pour un conflit antérieur de hanche qui maintenant, je me dis, c'était pas vraiment ça. Enfin bref, du coup, c'est pas une fatalité, il faut consulter. Et du coup, avec ta grossesse, ça s'est aggravé? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors après, je pense que oui, de toute façon, c'était aggravé. Mais aujourd'hui, je vois que c'est beaucoup mieux après la rééducation. Après, malheureusement, c'est comme tout, c'est un muscle. Et dès que je sens que de toute façon, comme j'ai des antécédents là-dessus, dès que je fais plus assez attention, quand j'éternue ou quoi, si je fais pas gaffe, c'est avant ma grossesse, j'avais pas de problème quand j'éternuais. Maintenant, je sais qu'il faut que j'ai toujours le réflexe de penser à serrer mon périnée avant d'éternuer. Alors, c'est devenu un réflexe, mais il y a des moments comme tout, on est moins dedans, où c'est voilà, mais du coup, où je l'ai vu aussi quand si je vais danser ou des choses comme ça avec l'alcool, voilà. Donc bon, je pense qu'il faut que soit que je retourne la voir, soit que je fasse du périphyte là si je vois que ça devient trop Les deux, mon problématique. capitaine. Et laisse pas traîner ça. C'est le kiné et la sœur qui te le dit. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais comme tout, on a du mal à prendre soin de soi. Ouais. C'est plus facile de prendre soin des autres. Et il faut que voilà, il faut que ça devienne une habitude de vie. Et c'est pas une habitude de vie encore. C'est encore un effort de penser à ça, de prendre le temps pour ça. Il faudrait que ça devienne normal comme le fait d'aller faire une séance de sport, en fait. Et voilà, il faut que je prenne Sachant que cette si je peux te habitude. rassurer, ça va pas être aussi intensif qu'après ta grossesse. Ça se trouve, ce sera une séance tous les 15 jours ou 3 semaines en fonction de ce qu'elle va avoir. Mais effectivement, si tu sens que tu as encore des choses, déjà, c'est normal d'avoir un break quand on vient d'avoir un enfant. Tu as d'autres priorités et forcément, c'est plus forcément toi. Mais ça se trouve, ce sera pas aussi intensif que ce qu'elle t'a proposé la première fois. Et par contre, si tu sens toujours des choses, c'est important que tu y retournes. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je compte sur toi pour me demander où j'en suis dans quelques temps pour voir Avec si j'ai plaisir, fait des je n'y efforts. manquerai pas, madame. Alors, question suivante. Parlons boobs. Donc, tu disais que tu n'avais pas beaucoup de poitrine. Je voulais savoir si tu courais avec quand même un soutien. Oui. Quelle est la place de ta poitrine dans le sport? Est-ce que tu as déjà eu des choses à ce niveau-là? Alors, c'est vrai comme on a un bonnet A, Ah bon. B. Enfin bref, on fait pas partie des personnes qui sont hyper impactées par ça. Mais voilà, si tu veux quand même nous partager ton expérience, par exemple, quand on fait des sports d'endurance, de frottement, ça, c'est quand même une issue. Moi, alors au quotidien, je mets pas de soutien-gorge. J'en ai remis pendant que après ma grossesse parce que là j'en avais plus et c'était avec les fuites de lait, etc. C'était plus facile d'avoir un soutien-gorge. Mais en fait, j'ai tellement une poitrine pas du tout gênante au quotidien que je mets soit des cache-tétons si jamais j'ai une tenue où j'ai pas envie parce que je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'on devine mes tétons. Mais sinon, je mets pas de soutien-gorge au quotidien. Par contre, pour le sport, je peux pas me passer d'une brassière. Alors est-ce que c'est peut-être que ça me gênerait pas en soi de courir sans, mais j'ai besoin de me sentir maintenue quand même. Même même si j'ai pas beaucoup de poitrine, je pense que je supporterais pas l'idée de sentir mes seins bouger pendant que je cours. Du coup, par contre, je mets des brassières pour mes séances de course à pied et de vélo, hein. Même si en vélo en soi ça gêne pas. C'est juste que par contre en sport, j'ai besoin de me sentir maintenue. Et voilà. Du coup, j'ai pas, j'ai ça, je trouve dans mon
mal-être de petite poitrine sur plein d'autres choses, je trouve que c'est une chance d'être pas du tout gênée par ma poitrine dans ma pratique sportive, quoi. Du coup, j'ai jamais eu de frottement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Ok. C'est ça, pour ça, c'est cool, quoi. Et au niveau du maintien que tu prends, alors tu vois, tu le sais, je reviens d'Australie. Et il y avait une Mmh. spécialiste des seins. Donc moi, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que je courais sans, parce que je voulais expérimenter ce que ça faisait. Je me suis bien fait engueuler, et notamment par rapport à la tension que ça a donné sur les fascias et mes cervicales. Parce que comme tu le sais, j'ai des cervicales en kit. Et c'est vrai que, mine de rien, je pense que c'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai eue à cette époque. Et du coup, j'ai appris là-bas qu'il y avait plusieurs types de maintien. Notamment, tu vois, par exemple, au niveau des épaules, est-ce que tu as des bretelles qui sont réglables? Est-ce qu'au niveau de ton tour de poitrine, tu as des choses qui sont réglables, ou tu prends quelque chose d'assez standard ou pas? Non, je prends du standard. Ok. J'ai que du standard. J'en ai certaines qui sont réglables, mais en fait, souvent elles sont. Enfin, j'avais eu des choc absorbers, je sais pas si on peut dire la marque. Enfin bref, j'avais en fait c'était des réglables, Ouais. que ce soit derrière avec des petits crochets là ou sur les épaules, mais en fait elles étaient, même si c'était à plus petite taille, il y avait encore de la marge Ouais. au niveau du bonnet, on va dire. Et du coup, je trouvais pas ça joli. En plus, ça se voyait un peu à travers le. En fait, comme il était pas rempli, ça faisait un pli et du coup, ça se voyait sous mes vêtements et je trouvais pas ça très beau. Du coup, je la porte jamais. Et en plus, c'est vrai que je supporte pas très bien quand il y a comme ça, des crochets, parce que en fait, des fois, par contre, pour le coup, ça pouvait me gêner derrière. Ok. Si le truc bougeait ou quoi, j'ai déjà eu des brûlures à cause de ça. Du coup, alors est-ce que c'était parce que c'est pour ça que j'ai une mauvaise expérience là-dessus et que je préfère avoir des brassières non réglables, assez standards, qui pour le coup ont pas d'étiquette ou de petits trucs qui peuvent me brûler, quoi. Ok. Après, je pense que c'est une histoire de matière. Peut-être qu'il y en a des réglables qui sont très bien, hein. Ça se réfléchit. En fait, il faut tout considérer en fonction de ta pratique. Tu vois, par exemple, pour les boxeuses, normalement, elles doivent avoir des protections. Sauf que, tu vois, par exemple, la fédé de boxe donne aucune indication à ce niveau-là. Et en fait, en tant que thérapeute, casquette de kiné qui va parler, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des nanas qui portent des soutiens-gorge qui sont vraiment trop serrés et qui consultent pour des douleurs thoraciques ou des douleurs cervicalgiques, et qu'en fait, elles enlèvent leur truc, mais franchement, pendant les 20 minutes où on parle, je sens qu'il y a enfin, tu vois, la peau ne décolore pas, quoi. Tu vois, clairement, elles sont Ah en oui, train oui. de lacérer les muscles. Et en fait, c'est pour ça que c'est quand même une question qui est déjà sous-évaluée dans le sport. C'est pour ça que je voulais te la poser, parce que elle sera récurrente dans le format d'interview, parce que c'est déjà un tabou, c'est peu considéré. Donc je voulais savoir, toi, si tu avais eu des soucis. Donc rien à part des brûlures au niveau du derrière, du coup, du Ouais. maintien. Bah, tant Mais c'est mieux. vrai Je que te je sais souhaite qu'il y pas a de que plus en t'en aies plus de d'autres. marques de brassières qui se lancent pour faire des brassières de sport adaptées. Pour avoir des amis qui ont des Super. poitrines importantes, elles galèrent à trouver. Elles ont genre un modèle qui leur convient. Alors c'est pas forcément les mêmes modèles, et même si elles ont toutes des grosses poitrines, parce que ben, ça dépend de leur attente, et puis de quand même, même si elles ont la même taille de bonnet, en fait elles ont pas les mêmes seins. Et je sais que quand elles ont un modèle qui leur va bien, elles achètent le même en plusieurs coloris et elles Ouais. s'en démordent pas. Et pour le moment, elles sont pas toutes d'accord sur la marque qu'elles utilisent, hein. C'est vraiment, c'est comme tout, c'est comme les baskets. Bah, tu Au sais, final, tu exactement. Et choisis celle j'allais te qui te dire, c'est la correspond, génétique quoi. aussi. Je te disais Mm, que toi et moi, on a probablement un tissu conjonctif qui est sans mm, doute pas très dense, en tout cas, qui doit mm, être assez souple. Par rapport aux troubles qu'on a eu au niveau de la santé pelvienne. Et du coup, en fait, ton sein, il est suspendu à ta cage thoracique par des fascias. Et au niveau mm, fascia, on n'est pas tous égaux non plus. Tu vois, ça mm, reste une structure qui est un peu collagénique, qui peut ressembler à du tendon, qui est très mm, fin et qu'en fait fait vraiment un organe suspenseur. Et quelqu'un qui a des choses qui a un fascia qui est assez élastique, disons, plus que quelqu'un qui a un mm, fascia rigide, bah tu vois, il va avoir besoin de plus de soutien parce que le mm, rebond est complètement différent mm, par rapport à la poitrine. Puis ça dépend du sport que tu fais. Quand tu fais du mm. yoga, t'as pas besoin du même Ah bah soutien oui, que quand tu fais de la course à pied ah bah c'est ou clair. de l'aérobic, quoi. C'est Mm, clair que ça n'a rien à mm. voir. Ok. Est-ce que tu aurais des questions à me poser? T'en profites par rapport à tout ça. Est-ce que tu as des questions, toi, en tant que femme sportive? Est-ce qu'il y a des choses qui
On en avait déjà parlé en off, mais je trouve que ce serait intéressant. Là, je pense que ça, tu n'auras pas le temps de répondre là sur la fin du podcast, mais sur justement dans les questions qui peuvent se poser, et je t'en avais posé parce que ça me questionnait, quand tu as eu une césarienne, la reprise du sport, est-ce qu'elle est différente ou pas d'une voix basse? Euh, d'une voix basse, et qu'est-ce qui rentre en jeu, quels sont les risques, est-ce que tout le monde devrait avoir le même temps d'arrêt derrière, est-ce que ça dépend de comment s'est passée quand même la césarienne. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que déjà la césarienne, c'est pas toujours bien vécu par les mamans de ce que j'ai pu écouter dans les podcasts que j'écoute sur toute la parentalité. C'est souvent assez mal vécu. Des fois, c'est choisi, mais c'est souvent pas sur quoi la personne se projette. Et je pense que des fois, du coup, la reprise du sport derrière, elle est pas bien vécue. En tout cas, ça doit pas. Ça me questionne sur est-ce qu'il y a une différence entre les deux sur la reprise du sport et sur sur quoi on doit faire attention, parce qu'on peut peut-être se dire qu'on est moins fragile vu qu'on a fait une césarienne. Mais au final, il y a quand même eu une opération, c'est pas les mêmes choses qui ont été touchées. Et du coup, je suppose que la reprise sportive derrière est différente. Voilà, voilà. Mais du coup, voilà, moi, ça me questionne là-dessus, quoi. Eh bien, tu supposes bien. Mm. Alors, des fois, on aimerait bien que je réponde simplement oui, noir, tu vois, blanc, noir et de manière succincte, mais en fait, ça dépend vraiment du bilan. Ça dépend de la patiente en premier lieu, c'est-à-dire est-ce qu'elle avait déjà un vécu de sportive. Donc, tu vois, quand c'est des personnes qui veulent attaquer le sport après une grossesse, après une césarienne, si tu veux, elle part pas avec les mêmes armes qu'une sportive qui, pour des raisons X ou Y, a dû faire le choix d'une césarienne ou ça lui a été imposé. Tu vois, c'est déjà pas du tout le même parcours de reprise du sport. Donc, en fait, tu vois, le truc qui va déterminer une reprise du sport, ça va déjà être quel passé de sportive cette personne a. Ensuite, effectivement, un accouchement par voie basse va être un peu plus traumatisant, dans le sens, il y a un passage d'une tête de bébé, quoi. Même si les hormones aident à la laxité, c'est effectivement un peu plus traumatisant pour le plancher pelvien. Ce qui va influer ensuite sur le délai de reprise du sport, le fait d'avoir une rééducation et comment reprendre le sport, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait des symptômes avant? Est-ce qu'il y a eu des symptômes pendant, donc des fuites urinaires par exemple, ou des pesanteurs? Est-ce qu'il y a des symptômes après? Et tu vois, c'est un peu la synthèse de toutes ces questions-là qui vont faire dire, bon, alors là déjà, il faudrait plutôt faire de la rééducation. Et de toute façon, je pense que n'importe quelle femme sera d'accord sur le fait que déjà, à minima, la rééducation avec une sage-femme. Mais je pense vraiment que la compléter avec quand on est sportive, avec une rééducation au niveau d'un kiné pour savoir si tout va bien, tout simplement. Est-ce qu'elle a bien identifié les types de contractions qu'elle a? Vérifier que y a pas un prolapsus, effectivement, donc une descente d'organes, ce genre de choses. Une césarienne, effectivement, va pas avoir ces mêmes interrogations-là, parce qu'en fait, il va y avoir une ouverture au niveau du mur abdominal. Donc en fait, c'est plutôt la santé abdominale qui va être un questionnement, avec des fois un diastasis, des fois pas. Enfin, tu vois, ça va dépendre aussi de ce paramètre-là. Donc c'est hyper dur de te faire une réponse synthétique, sachant que c'est tout plein d'éléments qui vont contribuer à une reprise du sport plus ou moins vite et à une santé du mur abdominal. Tu vois, ça dépend aussi. Est-ce qu'elle était, dans notre cas, avec des abdos complètement incompétents, tu vois, même en tant que sportive, ou est-ce que au contraire c'était par exemple, je sais pas moi, une athlète de élite qui a dû passer par là et du coup tu vois elle a une hypertonie du mur abdominal qui est complètement différente. Est-ce qu'elle cicatrise bien? Tu vois, quelqu'un qui cicatrise mal, déjà la question numéro 1, c'est il faut que la plaie soit fermée à la fois à l'extérieur mais à la fois à l'intérieur. Il faut savoir aussi que les kinés peuvent agir sur une bonne cicatrisation, parce qu'en fait une cicatrisation qui va être anarchique, ça va être des tissus qui vont pas bien transmettre les forces et du coup qui vont pouvoir faire des conséquences un peu à distance. Donc ça peut être des pubalgies, ça peut être plein de choses. Notamment, ce qu'on voudra éviter, c'est un diastasis abdominal, ça va être des espèces d'hernies ombilicales, parce que les muscles n'ont pas bien repris, ou alors il y a encore du tissu conjonctif qui n'est pas bien cicatrisé. Donc en fait, c'est un bilan individualisé en fonction de la personne. Donc je suis désolée, c'est pas la réponse facile à donner, mais c'est pas une fatalité. Je pense vraiment qu'il faut consulter, même pour une cicatrice. Enfin, tu vois, là dernièrement, j'ai eu une patiente qui a eu une réduction mammaire. Et le chirurgien lui en avait jamais parlé, mais elle a quand même des sacrées cicatrices, donc c'est un choix esthétique pour elle, mais clairement aussi au niveau pour sa santé, parce que depuis au niveau de son dos, ça n'a rien à voir. Mais elle savait pas qu'on pouvait masser les cicatrices, et c'est vrai que
Enfin, je trouve ça dingue que même pour un résultat esthétique, les chirurgiens ne conseillent pas de faire masser les cicatrices, parce que du coup, déjà, le tissu est vachement plus harmonieux, beaucoup moins adhérent, etc. Donc pour le confort de la patiente et même pour la qualité de la cicatrice, déjà, aller voir une kiné formée quand même à minima en abdos, et sinon en périnéo. Généralement, les deux vont de pair. Et après, c'est le bilan qui va vous dire j'y retourne pas. Tu as raison sur un point, c'est que c'est pas du tout la même vision des choses. C'est deux types de blessures, entre guillemets, en tout cas d'atteintes tissulaires différentes, parce que c'est pas le même endroit et ça va pas impliquer les mêmes conséquences pour le corps ensuite avec une reprise précoce. On va pas avoir les mêmes risques de blessures pour les deux. Ça répond à ta question? Ouais. Non, mais oui. Ok. Du coup, il n'y a pas de réponse. En gros, il faut consulter, mais en fait, c'est ça qui devrait. Enfin, je pense qu'en France, on a encore un travail à faire sur cette prévention-là et de dire que une reprise du sport pour n'importe quelle femme qui a accouché devrait se faire accompagner d'une personne qui est formée vraiment en périnéo et qui conseille correctement pour éviter à long terme d'avoir des problèmes et pas se fier qu'aux reprises qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait. Complètement. C'est quand même des sujets tabous. Forcément, j'ai ma casquette d'influenceuse qui rentre là-dedans. Ouais. Et je sais qu'on a trop tendance à se comparer aux autres. Moi, j'avais tendance à me comparer avant la grossesse. Je me suis protégée du coup, pendant la grossesse, je veux dire, sur ma pratique du sport. Et du coup, j'ai voulu me protéger sur la reprise en essayant de pas trop regarder ce que les filles que je pouvais connaître qui avaient eu des enfants ont fait. Là, on est de plus en plus nombreuses, vu qu'on est les mêmes générations à avoir des enfants. Du coup, j'ai l'impression qu'on rentre dans une phase de qui c'est qui reprendra le plus vite et qui fera la plus grande compétition, etc. Et je pense que malheureusement, j'ai peut-être un peu participé à ça avec ma reprise de mon côté en la partageant. À la fois, je veux pas faire culpabiliser les gens s'ils font pas comme moi. Et en même temps, je trouve ça chouette de montrer qu'on peut être jeune maman et se donner des objectifs. Et je suis toujours tiraillée entre est-ce que je motive et c'est chouette de montrer qu'on peut décider en tout cas de continuer à faire du sport et se donner des objectifs tout en étant jeune maman et en travaillant. Et en même temps, je veux pas rentrer dans ce côté malsain des réseaux sociaux du toujours plus en fait. Et du coup, je sais que j'avais reçu des commentaires de filles qui disaient mais moi j'arrive pas à faire ça même après que mon bébé ait tel mois, etc. Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes justement accouchements, les mêmes récupérations, on n'est pas tous accompagnés pareil, on n'a pas tous les mêmes envies aussi. Tant qu'on est bien dans sa peau, c'est plus important. Mais du coup, j'ai l'impression que voilà, on rentre dans une nouvelle phase où est-ce que je la remarque plus parce que je suis devenue une maman, mais du toujours plus en retour de grossesse et de qui c'est qui reprendra le plus vite et qui refera le plus de kilomètres, qui fera la première compétition la plus rapide, etc. Et forcément que je me questionne si c'est normal, même quand on est à un haut niveau, de courir très vite sur la reprise en fait, tu vois, sur la marche course, de chercher tout de suite à faire des 4 minutes au kilo. De toute façon, c'est un questionnement plus global qui implique, tu vois, même le rapport au sport. Voilà, moi ça me questionne et j'ai pas la réponse C'est parce ça. que je Et ne ça suis pose la pas une question de qu'est-ce qu'on professionnelle veut de ce montrer, milieu-là, mais forcément que ça me questionne de est-ce que on a toujours besoin d'être dans ce côté performance et de montrer qu'on court Ouais, c'est ça, vite. c'est une question que tu poses ça là. Après, quand on a échangé sur le sujet, je peux pas me prononcer tant que, entre guillemets, j'ai pas bilanté cette personne, je me garde bien de la prononcer. Parce qu'effectivement, si tu veux, le sujet qui est compliqué au niveau de la grossesse, c'est qu'on n'a pas de recommandations claires pour les personnes élites sur à quel point elles peuvent continuer de faire du sport. Non, mais même une pratiquante. Et du coup, je trouve que pour les filles qui connaissent pas, est-ce que c'est bien de leur montrer ça? Voilà. Pour les filles qui sont dans la comparaison. Mm. Ouais. Oui. Il n'y a pas de réponse, hein, je pense. Non, mais on va dire, dans une pratique, on n'a pas de recommandation claire quand la personne est sportive de bon niveau, sans parler d'élite. On a beaucoup de... Ce qu'on a comme guidelines, c'est des interdits. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux continuer à faire telle ou telle chose si tu peux encore parler. Je veux dire, quand tu fais du sport, c'est un non-sens. Tu dis,
C'est tout, sérieusement, les gars? Mais genre, je peux continuer un deadlift, Mm. je peux faire ça, je peux faire ça. Mais pas que les élites, hein, juste parce que c'est pas les élites, elles courent encore plus vite que 4 minutes au kilo, tu vois. Je sais pas comment elles reprennent. Et justement, Donc donc, c'est quand tu. vraiment, c'est un vide au niveau de la littérature scientifique parce que c'est un peu un Mm. état pathologique. On essaye de pas faire Ouais. des grossesses, Mm. enfin pas faire des expérimentations sur les femmes enceintes parce que bah tu comprends, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc Mm. actuellement la science ne peut pas répondre à tout ça. Donc je t'avoue qu'il y a des femmes qui expérimentent, hein, mais en leur âme et conscience, il y en a des élites qui Ouais. ont continué très longtemps de faire Mm. leur sport à bon niveau. Mais en fait, il faut être bien accompagné, je pense, bien connaître son corps, bien être à l'écoute de ses sensations. Et bah là, quand j'étais en Australie, donc j'y reviens encore, mais c'est vraiment un congrès qui était impressionnant, il y a des études qui vont sortir sur les élites qui sont enceintes. Mm. Donc comment elles peuvent continuer de garder un programme d'exercice, parce qu'effectivement, c'est possible, sauf qu'en fait, bah, on ne sait pas trop comment, et du coup, est-ce que le message à donner, c'est ouais, il faut continuer de faire du sport? Non, elles sont hyper accompagnées, elles sont monitorées. Enfin, clairement, c'est des personnes qui sont accompagnées. Du coup, la question se pose, c'est quand tu es subélite, quand tu as une pratique quasiment quotidienne et que tu rentres pas dans les cases et que tu n'as pas les moyens d'être entouré par des personnes compétentes pour surveiller ça, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, c'est vrai que c'est des questions qui sont un peu en suspense. L'essentiel, c'est aussi avoir un rapport un peu sain avec son corps, avec voir un peu à long terme aussi qu'est-ce que je me souhaite. Voilà, on n'est pas tous égaux en termes de tissu conjonctif. Du coup, on n'a pas tous la même qualité de contraction périnéale. Il n'y a pas les mêmes conséquences quand il y a un accouchement par voie basse que par justement une césarienne. Donc voilà, tout ça pèse dans la balance et effectivement, il n'y a pas à se comparer, mais au même titre que il n'y a pas un enfant qui évolue pareil, quoi. Je veux dire, de toute façon. Mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de dire qu'il faut pas se comparer, que c'est en tout cas important de s'écouter, de voir ce qu'on ressent à ce niveau-là. Si on a une pesanteur, de peut-être pas la minimiser, voilà. Et surtout, je pense pour celles qui auraient tendance à trop se comparer, essayer de sortir de ces chiffres en fait et de ce partage sur les réseaux et de se concentrer sur ses sensations et se dire que on vient quand même de mettre un bébé au monde et que le plus important c'est de retrouver une santé périnéale pour ne pas avoir des problèmes à long terme et que des chiffres c'est éphémère en fait. Enfin voilà, là bien sûr je m'éloigne de celles qui sont pros ou qui cherchent à devenir pro, hein. C'est encore une autre, c'est leur travail et c'est différent ce rapport aux chiffres. Mais je pense aux gens comme moi, quoi, enfin où c'est une passion et qu'on a envie de faire le plus longtemps possible. Ouais, ou même les filles qui nous suivent en fait, et même les filles qui nous suivent et qui se comparent, qui écouteront peut-être ce podcast, qui ont pu me faire la remarque de me dire mais moi j'arrive pas, je fais pas comme toi ou j'ai pas repris comme toi. Je trouve que c'est justement là c'est toujours délicat et c'est pour ça que c'est un sujet que je trouve super intéressant, c'est que comment motiver sans et partager nos séances sans encourager ce toujours plus et cette comparaison et du coup de partager sur le fait qu'il faut s'éloigner des chiffres et plutôt se concentrer sur une santé et une rééducation en fait et voir ça comme une rééducation parce que c'est ce que c'est et pas une préparation à une compétition, un record quoi, que ça on a le temps d'y revenir plus tard quand on aura bien récupéré. Mais voilà. En tout cas, c'est intéressant qu'il y ait ce podcast parce que et je suis super contente que vous ayez fait ça avec Barbara parce que je pense qu'on est de plus en plus consciente aujourd'hui qu'on est différente des hommes et que du coup forcément comme tu le disais très bien sur la conférence que tu préparais, que tu as faite là il y a pas longtemps, les études sont faites sur des hommes et c'est dommage parce que on est différentes et du coup il y a plein de filles là, qui découvrent que elles sont en aménorrhée hypothalamique et que leurs fractures de fatigue peuvent venir de là et du coup je trouve ça super que vous libériez la parole là-dessus et qu'il y a un endroit où on puisse écouter des témoignages parce que la preuve, moi je suis restée longtemps à me dire que j'avais un problème et que j'osais pas en parler sur par exemple mes fuites urinaires et en fait je suis loin d'être la seule quoi. Et sauf que si on n'en parle pas, si on libère pas la parole, il y a plein de filles qui pensent encore aujourd'hui être les seules à avoir un problème urinaire quoi. Ou alors qu'elles n'ont pas leurs règles et que c'est sympa pour s'entraîner, mais c'est pas normal quoi. J'aimerais te demander une dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation à faire? Toi comme moi, on est des grandes consommatrices de podcasts, de séries et de livres, donc
sur le sujet du corps féminin pour cultiver la bienveillance. Enfin voilà, si tu connais une ressource qui peut être utile aux personnes qui nous écoutent. Hum, Moi, j'écoute surtout des podcasts qui racontent des histoires. Alors, c'est pas forcément lié. Voilà, j'aime bien écouter les podcasts de maternité, forcément en ce moment. Donc, il y avait Bliss Stories ou La Matrescence, Championne du monde quand même, qui est des interviews d'athlètes. Ouais. Voilà, mais pour le moment, de podcasts qui parlent de ça, vous êtes les seuls et du coup, j'ai pas trop d'autres idées de. Bah, Ouais, ouais, tu en as déjà voilà. cité 3, je pense que pour toute femme qui En tout cas, si vous avez passe par le envie parcours de la grossesse, d'apprendre, tu m'avais dit voilà, que ce que c'est que la grossesse, des expériences de grossesse, et se documenter là-dessus, voilà. moi, je me permets de Ouais. partager un truc que tu m'avais dit parce que en fait, je trouvais ça génial. Je trouvais que tu avais hyper bien vécu ta grossesse, en fait, que bon bah, enfin, plutôt la délivrance. Donc le moment où tu as accouché et ton postpartum, moi, tu m'as sidérée parce que du coup, la grossesse avait Ouais. été plutôt compliquée. Et par contre, en postpartum, mais tu vois, tu as été Mhm. hyper relax, quoi. Nous, on était venus vous voir quelques semaines après et je t'avais trouvée sereine, en fait. Et sereine à un point que je t'avais pas vue comme ça pendant la grossesse. Et tu m'as expliqué que Bliss Stories, notamment, donc on leur fait une petite pub, mais tu t'étais préparée un peu comme une course et en fait tu faisais de la mentalisation sur un peu tous les scénarios qui pouvaient se passer. Donc quand tu prépares un Ironman, tu essaies de visualiser, bon bah voilà, je peux faire ça, bon si jamais je me plante de ça, voilà ce que je peux faire, etc. etc. Et que ça t'aide en fait à aborder la course sereinement. Et que tu avais abordé en fait le postpartum Ouais. de la même manière. Et je trouvais ça super intéressant de faire ce parallèle entre sportive et ces choses qu'on fait de manière inconsciente quand on est sportif, qu'on se projette dans un événement sportif, etc., dans la visualisation, et qu'en fait, tu avais utilisé tes ressources de sportive pour mieux vivre ta délivrance, et je trouvais que c'était génial. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, je m'étais préparée parce que ouais, c'est vrai que je fonctionne comme ça. Il y a des gens, ça les angoisse d'imaginer tous les scénarios possibles. Moi, je m'étais préparée à plusieurs scénarios en me disant voilà que il y avait toujours une part d'inconnu, mais qu'au moins je connaissais un peu les différentes sortes de postpartum qui pouvaient exister, les différentes sortes de problèmes qui pouvaient arriver. Et du coup, ça m'avait bien aidé, ouais, de faire une préparation mentale, Ouais, quoi. je trouve ça super. Et du coup, la matrescence est championne du monde, donc on mettra Mm. ses recommandations dans les notes du podcast. Et dernière question cette fois. Qui aimerais-tu entendre pour le prochain témoignage dans Femmes et Sport podcast? Eh ben, en fait, je pense que ce qui pourrait être super intéressant, justement, c'est comme on parlait des sportifs pros, c'était de connaître un peu les parcours à ce niveau-là de sportifs professionnels comme Manon alors, moi, forcément, je parle de triathlon, hein, mais je sais que Manon Genet, dernièrement, alors elle en a pas encore trop parlé, et je sais pas si elle est pour le moment prête à en parler, mais elle dit qu'elle a compris un truc par rapport à ses problèmes de santé dernièrement, elle a dit que ça pouvait surtout intéresser les femmes. Donc je me doute qu'il y a un truc autour de ça. Je sais qu'il y a Marjolaine aussi, notre triathlète pro, qui en a parlé dernièrement, que ses fractures de fatigue étaient liées à ça et qui a fait un post super intéressant à ce sujet-là. Donc ouais, je trouve que c'est des filles que je serais curieuse d'entendre sur ce qu'elles ont compris en tant que sportives pro sur leur corps de femme et les conséquences. Je sais que Marjolaine, par exemple, c'était une aménorrhée. Et du coup, ce serait super intéressant. Elle, j'ai l'impression qu'elle est plutôt prête à en parler là prochainement. Donc peut-être qu'elle serait intéressée. Manon Genet, je sais qu'elle a fait une story où elle disait que pour le moment, elle était pas trop prête à en parler. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce serait super intéressant d'avoir une sportive pro là-dessus. Surtout, c'est des triathlètes qui font de l'ultra-endurance, donc voilà, qui font des Ironman. Donc forcément, ça m'intéresse, vu que c'est les parcours que je fais. Ça marche. On va essayer de leur demander si elles sont prêtes à venir témoigner. Et ce sera avec plaisir qu'on les recevra. En tout cas, merci à toi de nous avoir donné de ton temps. Bah de rien, merci à toi d'avoir pensé à moi. Je vais aller chercher Enel, là, je l'entends pleurer. Bon, on te laisse récupérer tes petits-neveux. Donc, merci Margot d'avoir participé à cet épisode. Merci pour ton témoignage très sincère et authentique. Et j'espère que ça aidera Merci beaucoup de à femmes. toi. Je suis contente de pouvoir en parler. Et puis, si ça peut un peu libérer la parole, c'est chouette. Écoute, Et merci surtout de m'avoir vachement ouvert les yeux à ce sujet et l'esprit aussi, d'ailleurs.
Et je pense que Oui. ouais, t'es d'accord? Et je pense que vraiment, c'est un truc trop important que vous êtes en train de faire et c'est trop chouette. Bah, merci à toi. On t'embrasse et puis au plaisir de t'écouter ou de te lire à un autre endroit. Bye! Merci. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!